L'incompris dans la tourmente de la Révolution, c'est le titre de ce numéro et son rédacteur en chef Michel de Gégère est notre invité cet après-midi. Et comme chaque jour, vous nous préparez un petit retour aux origines pour la fin d'émission. Retour aux origines des cabinets de curiosité, ça va nous détendre. Oui. Ça. Printemps 1792, cela fait bientôt 3 ans que la Révolution est enclenchée. Presque une année entière a passé depuis la fuite manquée de la famille royale et le retour de Varennes. Au palais des Tuileries, où elle est littéralement enfermée, en tout cas dans une sorte de résidence surveillée, la famille royale tente de lutter contre l'angoisse, la crainte, l'affliction. La famille essaie de donner le change autant qu'il est possible. Celle qui y parvient peut-être le mieux, c'est la jeune sœur du roi, Madame Élisabeth. Madame Élisabeth a seulement 28 ans. Alors, bien sûr que des pensées de désespoir la traversent de temps à autre, mais elle a ce caractère qui lui permet de constamment se ressaisir. Il faut garder la face. En ce début de printemps 92, Louis XVI s'interroge de plus en plus. Doit-il déclarer la guerre à l'Autriche ? Il mesure les dangers d'une telle déclaration de guerre. Il sait aussi qu'à l'Assemblée, nombreux sont les députés qui espèrent la guerre, qui sont désireux d'exporter les idéaux de la Révolution française à travers toute l'Europe. Or, le 1er mars survient un événement tout à fait imprévu puisque l'empereur d'Autriche c'est Léopold, il est le frère de Marie-Antoinette, l'empereur d'Autriche vient à mourir. Événement plein de conséquences. Le successeur, le nouvel empereur François II, est nettement moins conciliant, nettement plus belliqueux que son devancier. Le conflit armé avec l'Autriche est maintenant inévitable. Et le 20 avril 1792, Louis XVI, à son corps défendant, si je puis dire, finit par déclarer la guerre au roi de Bohême et de Hongrie, c'est son titre. La sœur du roi, Madame Élisabeth, est bien consciente des périls que tout cela représente et elle tente, elle fait ce qu'elle peut pour rester sereine. Au moins, elle essaie de l'être. Or, début juin, la situation s'envenime. À l'Assemblée, de nombreux députés réclament que l'on installe aux portes de Paris des fédérés nationaux pour protéger la capitale contre une possible agression des ennemis de la nation. Inutile de vous dire que Louis XVI ne peut pas être d'accord avec ce genre de mesures. Il oppose son veto qui va décupler la fureur des révolutionnaires. Le 20 juin, l'agitation s'empare de la capitale. Vers midi ce jour-là, des milliers de Parisiens se rassemblent devant la salle du manège où siège l'Assemblée. Prétexte, planter des arbres de la liberté. Mais évidemment, ça n'est pas le but de tous ces émeutiers. Très vite, la situation dégénère, la foule massée aux portes des Tuileries, cette foule toujours plus nombreuse et plus compacte est en train de s'exciter. On se bouscule, on hurle, on dénonce Monsieur et Madame Veto, c'est comme ça qu'on appelle maintenant le roi et la reine, et l'on chante « ça ira ». Ah, ça ira. À mesure que grandit l'agitation, la famille royale, recluse aux Tuileries, s'inquiète sans cesse davantage. Louis XVI, Marie-Antoinette et Madame Élisabeth sont réfugiés dans les appartements du roi et à travers une fenêtre, ils observent les événements. Ils sont morts de peur. Vous imaginez que cette foule est là, très menaçante. Or, progressivement, le ça ira se fait de plus en plus distinct et les cris plus intenses. Le chahut se rapproche, la menace est là, aux portes, dans les jardins des Tuileries. Certains parmi cette foule composée d'hommes et de femmes, de sans-culottes coiffés du bonnet rouge, certains brandissent des piques. La foule se dirige maintenant droit vers les appartements royaux. Il est 3h de l'après-midi quand les émeutiers enfoncent les portes de la grande cour. C'est ce qui protégeait, si l'on peut dire encore, le palais. Et dans les appartements du roi, un officier de la garde nationale se présente accompagné de grenadiers. Il demande au roi s'il accepterait de se montrer au peuple pour calmer cette foule. Louis XVI affirme qu'il veut bien, qu'il est prêt à faire face aux insurgés. Évidemment, Marie-Antoinette et Madame Élisabeth ne sont pas de cet avis. Le roi risque d'être massacré. Élisabeth veut à tout prix rester auprès de son frère. Marie-Antoinette a la même réaction que sa belle-sœur. S'il le faut, elle préfère périr en défendant le roi plutôt que de le laisser seul. Mais l'officier de la garde nationale et les grenadiers tentent de la raisonner. « C'est trop dangereux, madame, il l'empêche de rester près du roi. Ils l'entraînent vers les appartements du dauphin qui sont plus en retrait. Ils n'ont comme intention que de la protéger, bien sûr. »
Il tente également de convaincre Madame Élisabeth de se mettre à l'abri, seulement la sœur du roi refuse catégoriquement. Sa place est auprès de son frère et malgré les exhortations de toutes sortes, Élisabeth parvient à rejoindre le roi dans le salon où déjà il fait face à cette foule complètement excitée. Et le voilà face aux insurgés furieux, dans un tumulte total. Vous imaginez le brouhaha, le grondement de la foule et de tous les côtés. Les gens sont là, qui se montrent menaçants à tel point que la princesse est obligée de monter sur un coffre si elle ne veut pas être écrasée. Les officiers restés près du roi la supplient de quitter la pièce. Elle risque la mort. Mais la princesse, à ce moment-là, s'exclame « Je ne quitterai pas le roi. Il faudra me massacrer avec lui. » Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous racontez la journée du 20 juin 1792. Ce jour-là, la foule parisienne est en colère. Elle pénètre dans les Tuileries. Dans quel but exactement les insurgés ont envahi le palais ? Alors nous viendrons tout à l'heure aux considérations purement politiques, au jeu entre les différentes tendances à l'Assemblée. Ce qui est certain, c'est que là, les émeutiers ont l'intention d'intimider le roi, de l'obliger à faire des concessions. Et pour comprendre tout ça, il faut rappeler quand même que quelques jours plus tôt, Louis XVI a donc posé son veto au décret de l'Assemblée qui prévoyait de bannir les prêtres réfractaires, de les déporter, de placer en résidence surveillée les plus vieux, les infirmes et les malades. Vous imaginez, le roi a toujours été complètement braqué contre tout ce qui concernait cette constitution civile du clergé. Et là, les décisions de l'Assemblée vont beaucoup trop loin à ses yeux. On peut dire que sur la question religieuse, Louis XVI ne veut rien céder. Et c'est au cri de point de veto, à bas le veto, mort aux prêtres que la foule a envahi les Tuileries, le but étant de faire pression directement sur le roi pour qu'il lève le fameux veto. Les émeutiers portent des banderoles sur lesquelles on peut lire « Tremblez, tyran, le peuple est armé » ou « Voici les sans-culottes ». Les sans-culottes, vous savez que la culotte, c'était le signe distinctif, si l'on peut dire, des gens de la bonne société, notamment des gens de cour. Cette culotte courte qu'on portait avec des bas de soie. Là, les gens en question, ils portent des espèces de pantalons, finalement. C'est pour ça qu'on les appelle les sans-culottes. Un homme brandit une tête de veau au bout d'une pique avec un panneau « Cœur des aristocrates ». Madame Élisabeth est là, toujours juchée sur son petit coffre, tandis que la foule se fait chaque instant plus oppressante. Or, un insurgé la prend pour la reine et se dirige vers elle en criant « C'est toi l'Autrichienne, nous voulons ta tête !» Et il pointe une pique en direction de la jeune femme. L'acier tranchant est tout près du cou de Madame Élisabeth qui ne se démonte pas pour autant. Elle ne cherche même pas à rétablir la vérité. Avec calme, elle affirme « Écartez votre arme, je sais que vous ne voulez pas me faire de mal ». À côté d'elle, un garde tente d'expliquer aux émeutiers qu'il y a confusion, qu'il ne s'agit pas de la reine. La princesse l'interrompt. « De grâce, murmure-t-elle à l'oreille du garde, ne les détrompez pas. S'il pouvait me prendre pour la reine, cela lui laisserait le temps de se sauver. » Pendant ce temps, Louis XVI est parvenu à se mettre debout lui-même sur un banc sur une banquette dans un coin de la pièce. Il est entouré de quelques-uns de ses hommes qui tentent d'assurer sa protection, de repousser les insurgés, qui redoublent d'insultes et d'attaques. Vous imaginez dans quelle situation se trouve celui qui, quelques années plus tôt, était encore le tout-puissant roi de France par la grâce de Dieu. Les émeutiers réclament que le roi coiffe le bonnet phrygien. L'un d'eux brandit une pique sur laquelle il a accroché un bonnet et il tend le bonnet au roi. Alors là, Louis XVI hésite, seulement il voit bien qu'il n'a pas le choix et à contre-cœur, il prend ce bonnet phrygien et il le pose sur sa tête. Et une femme lui donne une cocarde qu'il prend également. Et puis les émeutiers tendent à Louis XVI une bouteille, puisque maintenant le roi doit boire à la santé du peuple. « Vive la nation !» s'écrie-t-on. Scène terrible, scène interminable. Les minutes et les demi-heures passent dans une chaleur épouvantable. Les émeutiers ne cessent de harceler le roi qui doit retirer son veto contre la sanction des prêtres réfractaires. Seulement, Louis XVI, le visage impassible, n'a pas sur ce point l'intention de céder. Un homme pointe un couteau dans sa direction. Aux côtés du roi, l'un des grenadiers le protège, lui assure qu'il n'a pas à avoir peur, ce à quoi le roi rétorque: un homme qui n'a rien à se reprocher ne connaît ni la peur ni la crainte. Louis XVI prend même la main du grenadier, il la pose sur sa poitrine pour faire sentir son cœur. « Voyez s'il bat plus vite », lui dit-il. De son côté, et à quelques mètres de là, elle est tout près de son frère, Madame Élisabeth continue d'essuyer les insultes et les menaces. On ne l'a pas obligée, elle, à coiffer un bonnet phrygien, mais elle a été contrainte d'accepter de porter le ruban tricolore.
Le roi, de plus en plus, s'impatiente. La municipalité devrait faire quelque chose, mais enfin, qu'est-ce qu'on attend? Le ministre de la guerre, qui s'appelle Lajar, vient d'arriver avec plusieurs hommes. Ça ne suffit pas du tout à disperser la foule qui est là, toujours très acharnée. Et enfin, au bout de 3 longues heures, le maire de Paris, Jérôme Pétion, que connaissent ceux qui écoutent justement notre podcast, Pétion finit par arriver, applaudi par les manifestants, le maire fend la foule, il demande aux insurgés de se disperser, il tente de rétablir le calme, et Louis XVI à ce moment-là est toujours coiffé du bonnet rouge. Pétion lui lance d'un air désolé « Sire, je viens d'apprendre dans l'instant la situation dans laquelle vous êtes. »« Cela est bien étonnant, réplique Louis XVI. Il y a 2 heures que cela dure. »« Sire, le peuple s'est présenté avec dignité, le peuple sortira de même, dit Pétion, qui espère bien être entendu de la foule. Que votre majesté soit tranquille. » Pétion tente de justifier les événements par leur caractère pacifique et le maire parvient quand même effectivement à convaincre la foule de se retirer et peu à peu le palais se vide. Élisabeth regagne ses appartements après avoir été remerciée chaleureusement pour son courage par le couple royal. Louis XVI et Marie-Antoinette sont bien conscients qu'ils ont avec eux, qu'ils ont à leur côté une véritable sainte. Bien sûr que la princesse a eu peur, mais elle n'en a rien dit. C'est seulement une fois seule dans ses appartements qu'elle s'autorise à prendre la plume et elle va écrire à l'abbé de Lubersac et voilà ce qu'elle lui dit. « Je suis persuadée que vous avez ressenti presque aussi vivement que nous, monsieur, le coup qui vient de nous frapper. Il est d'autant plus affreux qu'il déchire le cœur et ôte tout repos d'esprit. L'avenir paraît un gouffre d'où l'on ne peut sortir que par un miracle de la Providence, et le méritons-nous. Je suis fâché de vous écrire dans un style aussi noir, mais mon cœur l'est tellement qu'il me serait bien difficile de parler autrement. Adieu, monsieur, priez pour moi, je vous en prie. » Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Jusqu'à 15h, Franck Ferrand vous offre aujourd'hui de revivre l'invasion des Tuileries. C'était le 20 juin 1792. Cette invasion vient d'avoir lieu, Franck, et elle a beaucoup marqué le couple royal. Oui, et Louis XVI notamment a été ébranlé par cette interminable séance, cette humiliation publique, disons les choses. Et d'ailleurs, 2 jours après l'émeute, on est le 22 juin, il fait rédiger une proclamation. Je cite la proclamation du roi. Les Français n'apprendront pas sans douleur qu'une multitude égarée par quelques factieux est venue à main armée dans l'habitation du roi. Il n'a opposé aux menaces et aux insultes que sa conscience et son amour pour le bien public. Si ceux qui veulent renverser la monarchie ont besoin d'un crime de plus, ils peuvent le commettre. Le roi donnera jusqu'au dernier moment à toutes les autorités constituées l'exemple du courage et de la fermeté qui peut seul sauver l'Empire. De son côté, la reine qui a vécu les événements donc retranchés dans les appartements du dauphin, vous savez, l'enfant que l'on a forcé lui aussi d'ailleurs à porter un bonnet phrygien, la reine écrit à son ami de cœur, elle écrit à Fersen: « J'existe encore, mais c'est un miracle. La journée du 20 juin a été affreuse. Ce n'est plus à moi qu'on en veut le plus, c'est à la vie de mon mari. Il a montré une fermeté et une force qui en ont imposé pour le moment, mais les dangers peuvent se reproduire à tout instant. » Louis XVI a-t-il conscience du fait que ces dangers peuvent effectivement constamment se reproduire dans les jours qui suivent? Il reprend ses esprits. Le plus important, c'est qu'il ait pu réussir à ne pas revenir sur sa décision. Il n'a pas levé les vétos. Cette fois, il n'a ni cédé ni reculé. On a envie de dire, enfin, il a mis le temps. Mais enfin, c'est pour une fois, il est resté fidèle à son idée initiale. Son attitude lui vaut du coup un léger regain de popularité chez une partie des Français qui a été choquée par ce qui est arrivé le 20 juin. On peut dire que de cette affaire de l'invasion des Tuileries, il ne s'est pas si mal sorti. Alors au palais, la vie peu à peu reprend son cours morne, son cours ennuyeux, dans un climat d'angoisse. Le calme, certes, est tout à fait revenu, mais c'est un calme étrange. C'est exactement le genre de calme qui précède les plus violents orages. Bonjour Michel de Gégère. Bonjour. Cette journée du 20 juin 1792 aura sans doute été pour Louis XVI une des pires dans sa lente descente aux enfers, dans son espèce de chemin de croix en fait. Ça a été un moment d'humiliation, d'attente et d'angoisse.
Oui, mais paradoxalement aussi, comme vous venez de le dire, un moment de fermeté. C'est-à-dire, ce qui est paradoxal, c'est que cette image du roi coiffé du bonnet phrygien qu'on a vu en gravure contribue à la réputation de Louis XVI comme espèce de bon gros qui a subi la Révolution française de façon parfaitement passive. Or, en réalité, comme vous l'avez très bien dit, l'émeute est suscitée pour arracher de sa part une décision, c'est-à-dire la levée de son veto sur les persécutions antireligieuses qui avaient été décidées par l'Assemblée. Et là, il ne cède pas. Et pendant 3 heures, il est soumis à la pression, il est menacé de mort en réalité, comme vous l'avez dit. Et pourtant, il ne cède pas, il tient bon. Et sur le moment, cette fermeté est payante. Évidemment, elle ne sera pas suffisante parce qu'il n'a plus assez de cartes en main pour rebattre le jeu. Qui a organisé cette invasion des Tuileries? Qui sont les factieux que dénonce la proclamation royale du 22 juin? Ça vient beaucoup des Jacobins, mais qui soutiennent en l'espèce également les Girondins. Il n'y a pas encore ce clivage aussi net que l'on trouvera en 1793, puisque ils sont d'accord et l'étincelle qui a déclenché finalement l'émeute, c'est le renvoi des ministres girondins. Mais ce qui est très intéressant dans cette affaire, c'est que l'on voit que la Constitution de 1791 ne fonctionne pas, puisque ce n'est pas un régime parlementaire. Le roi a ses pouvoirs, il peut renvoyer ses ministres, l'Assemblée a les siens, et lorsqu'il y a conflit entre l'Assemblée et le roi, eh bien c'est la rue qui arbitre, parce que les clubs, les sections, eh bien font donner la rue, la foule, pour faire pression sur les pouvoirs publics. Bien entendu. Et en fait, le grand drame, finalement, c'est le retour du roi à Paris et de l'Assemblée à Paris, qui a mis les pouvoirs constitués sous la menace permanente de cette foule qui est agitée essentiellement par les Jacobins. Dans le grand chapitre très clair, très bien fait que vous proposez dans ce numéro du Figaro Histoire, vous posez d'ailleurs à la page 73 la question: quelles sont les causes des manifestations du 20 juin 1792 ? La question est posée, vous venez déjà d'y répondre, mais il y en a tant et tant d'autres qui se posent. Nous y venons dans un instant avec vous. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. C'est une émission consacrée à l'invasion des Tuileries que vous nous proposez cet après-midi, Franck Ferrand, la journée du 20 juin 1792. Michel Dejager est votre invité, il est directeur de la rédaction du Figaro Histoire. Le Figaro Histoire qui sort un nouveau numéro, juin-juillet 2018, consacré à Louis XVI, l'incompris dans la tourmente de la Révolution. Un numéro qui est actuellement en kiosque. Il y a d'ailleurs un magnifique chapitre sur Louis XVI dans votre dernier ouvrage, La Compagnie des Ombres. À quoi sert l'histoire, aux éditions des Belles Lettres. Personnage essentiel, Louis XVI, somme toute, et qu'on a peut-être un peu tôt fait de caricaturer. Ah oui, parce que c'est le roi probablement le plus cultivé, l'un des plus intelligents que l'on ait eu. Maintenant, il n'avait pas forcément les qualités pour régner, notamment du côté de la volonté, parce que c'est un homme scrupuleux qui a du mal à trancher entre les conseils tout à fait contradictoires qu'on lui donne. Aujourd'hui, on s'étonne toujours de mauvaises décisions de Louis XVI, mais il faut comprendre qu'il est entouré de 5, 6, 7 conseillers qui ont chacun leur avis, qui donnent chacun une piste à suivre, et on lui reproche de ne pas avoir toujours suivi la bonne. Dans ce chapitre de la Compagnie des Ombres, ce que j'ai essayé de faire, c'est de méditer sur la manière dont Louis XVI avait finalement transcendé cette impuissance lorsque, après Varennes notamment, il a compris que tout était perdu. Il y a chez lui une dimension sacrificielle qui est née de sa piété, et l'idée que peut-être sa mort pourrait réconcilier les Français, sa mort, son sang versé à l'imitation de celui de la croix de Jésus-Christ, pourrait être un sacrifice expiatoire dans lequel la Révolution pourrait, si vous voulez, achever son désir de violence. Il a été très frappé, je crois, par le goût du sang qui s'est révélé dans la Révolution. Vous voyez, dès les journées d'octobre, lorsque des harengères, des poissardes viennent chercher la famille royale à Versailles, ils massacrent les gardes du corps et on se barbouille le visage de sang, on dépaisse les cadavres, on met les têtes au bout d'une pique. Oui, il y a une volonté de violence, en fait. Cette violence et l'aspect tout à fait sanglant des manifestations. Vous l'avez dit à propos du 20 juin, on le retrouvera le 10 août où les gardes suisses seront dépecés, et on le retrouvera lors de son exécution même le 21 janvier 1793. Alors, il y a 4 grandes questions qui se posent concernant Louis XVI avant d'entrer dans les détails de cette révolution. D'abord, c'est un homme qui a été élevé d'une manière
très chrétienne. Après tout, il était destiné à devenir le roi très chrétien. Pas tout de suite, puisqu'il a un frère aîné. Il a un frère aîné Bourgogne qui meurt. Bon, lui-même, Berry, est un peu le mal-aimé du grand-père, c'est-à-dire du roi Louis XV. Balourd, oui, c'est le balourd. Mais en tout cas, il reçoit cette éducation très religieuse. Est-ce qu'elle n'a pas été un peu trop religieuse pour un roi, si Bien je puis sûr, dire? elle est non seulement religieuse, mais fénelonienne. C'est-à-dire que il y a l'idée que plus un roi aura de vertu, plus la providence lui apportera de bienfaits dans son règne. Or, les qualités pour régner, il y a aussi la qualité de force, qui probablement a été oubliée dans l'éducation de Louis XVI. Et ce qui est très frappant, c'est que en 1780, la nuit de Noël 1792, lorsqu'il rédige son testament et qu'il s'adresse à son fils, il fait l'éloge de cette vertu de force en disant que un roi qui aurait le goût de la justice mais pas la force pour l'appliquer serait plutôt un embarras qu'un avantage pour une nation. D'autre part, ce roi monte sur le trône extrêmement jeune du fait de la maladie qui a fauché son grand-père un peu trop tôt, si l'on peut dire, et il n'est sûrement pas prêt à assumer les très très lourdes charges que représente la fonction royale. Il est sans doute dépassé par les événements, mais nous sommes bien en présence d'un brave homme très intelligent par ailleurs. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout n'importe qui, Louis XVI. Il n'était pas fait pour gouverner, probablement, mais en revanche, c'était un homme très accompli dans bien des domaines. Alors, il a de très grandes connaissances, notamment en géographie. Voilà, il se passionne pour la géographie. Lorsqu'il va en 1787 à Cherbourg pour passer en revue la flotte, il éblouit les officiers, alors qu'il n'a jamais vu la mer. Il éblouit ses officiers par ses connaissances maritimes. C'est aussi un polyglotte. On sait peu qu'il a traduit les premiers livres de l'histoire du déclin de la chute de l'Empire romain de Gibbon de l'anglais au français sous pseudonyme. Donc, c'est un intellectuel d'une certaine manière. L'image du serrurier, elle est vraie. Il aime faire de la serrurerie. Il adore la serrurerie, oui. Il aime gâcher le plâtre. C'est un homme physique. Au contraire de ce que l'on représente souvent dans les films, c'est un géant et un colosse qui épuise ses compagnons à la chasse. Il adore la chasse, il la pratique tous les jours. Mais c'est aussi un intellectuel et probablement l'un encore une fois, des souverains les plus intellectuels qu'on ait connus depuis Charles V. Le règne de son grand-père, le très très long règne, interminable règne de Louis XV, avait été un règne de conflits avec les parlements, de raidissement de la monarchie à bien des égards, qui avait d'ailleurs fini en 1770 par une sorte de coup d'État royal, etc. Sous Louis XVI, c'est tout le contraire. On a oublié que ce règne a été un règne de réforme, d'ouverture, de modernité, comme nous dirions-nous d'une certaine manière. C'est assez étonnant qu'on ait oublié cet aspect. Et c'est la raison pour laquelle notre dossier du Figaro Histoire s'ouvre sur une grande étude de Jean-Christian Petit-Fils, admirable biographe de Louis XVI, qui s'intitule la Révolution royale, voilà. Car on sait peu, on réduit souvent le règne de Louis XVI à ses échecs sous la Révolution, et on sait peu qu'il a essayé, au contraire, il a fait déjà un très très grand nombre de réformes, je dirais un petit peu humanitaires, supprimer la question, supprimer le servage dans le domaine royal, voilà. Mais il a fait également une tentative de réforme de très très grande ampleur en 1787 où avec Calonne, eh bien, il prévoit la réunion régulière des États généraux, l'institution d'États provinciaux dans toutes les provinces pour administrer l'administration locale, une réforme fiscale, l'évolution vers l'égalité devant l'impôt. Et en fait, cette réforme échoue devant l'égoïsme des privilégiés qui refusent de le soutenir. Et le roi n'a personne. Il dira en 1792 à Fersen, on dit que j'ai manqué de fermeté, mais j'ai été abandonné par tout le monde. Et cette phrase résume son règne. Il n'est pas soutenu d'une certaine manière. Il a de bons ministres, mais il n'a pas le grand ministre qu'un certain nombre de ses prédécesseurs avaient pu il a eu comme grand ministre Vergennes, et l'un des malheurs, pour les affaires étrangères, c'est la mort de Vergennes en 1787 ou 88, je ne me souviens plus, qui quand même lui a permis de faire la guerre d'Amérique et de prendre la revanche sur la guerre de 7 ans. On oublie toujours que lors d'une guerre de grande ampleur, avec un théâtre d'opération qui est aussi bien au large de l'Amérique que dans l'océan Indien, eh bien, la France sous Louis XVI a pris sa revanche sur la défaite face à l'Angleterre. La défaite de 1763. Malheureusement, c'est une victoire à la Pyrrhus, puisque la France n'en tirera pas d'immenses avantages et qu'elle en sortira terriblement endettée, parce que par une très grosse erreur, Necker financera cette guerre, non pas par un impôt qui aurait été accepté par patriotisme par la population, mais par le recours à l'emprunt qui va amener la France en 1789 près de la banqueroute et provoquer la convocation des États généraux. Bernard de Montferrand, qui est le biographe de Vergennes, signe justement dans ce numéro du Figaro Histoire un très bel article intitulé « La grande guerre de Louis XVI ». Et là encore, j'ai envie de dire que justice est rendue au souverain
souverain de ce qu'il a pu faire à cet égard. Alors la quatrième grande question, on me voit venir forcément, ce sont les rapports du roi avec son épouse. Drôle de mari, Louis XVI, objectivement. Difficile cette relation entre les deux époux. Ça a été très difficile. Après, c'est un mariage beaucoup trop précoce. Il faut voir que ce sont des gamins. Enfin, en tout cas, la reine est une gamine lorsque... Petite archiduchesse où elle était enfant quand elle est arrivée. Voilà. Oui. Et ça s'est pas bien passé entre eux. Ils n'avaient pas des tempéraments assortis. Probablement, le roi n'était pas très intéressé par la chose non plus. Ils ont mis plusieurs années avant de consommer leur mariage, avant d'avoir des enfants. Et ça a entretenu toutes sortes de rumeurs. Et peut-être le grand malheur, c'est que Louis XVI, ce roi pieux fénelonien, n'a pas voulu avoir de maîtresse royale. Et en général, les maîtresses royales, si vous voulez, contribuaient à la bonne réputation du roi, qui était considéré comme un modèle de virilité, et au contraire, les maîtresses concentraient l'hostilité de l'opinion publique. Et là, faute de maîtresse royale, l'hostilité s'est concentrée sur la personne de Marie-Antoinette, considérée comme futile, dépensière, dépensant les impôts dont les Français étaient accablés. Mais je rappelle que, en réalité, à l'époque, 10% de la richesse nationale était préemptée par l'impôt, alors que nous sommes aujourd'hui à 46%. Lorsque l'on parle de la fiscalité de l'Ancien Régime, il faut avoir ça en tête. Donc réputation de l'Autrichienne qui a beaucoup contribué à donner un caractère extrêmement âcre et âpre à la Révolution. Alors cette révolution, elle arrive, c'est l'engrenage, bien entendu, c'est cette machine infernale qu'évoque Philippe Pichot-Bravard dans votre numéro. Nous allons du 5 mai 1789 au 21 janvier 1793 revivre avec vous, Michel de Gégère, cette révolution de Louis XVI. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Jusqu'à 15h, Franck Ferrand, vous nous proposez de revivre la Révolution de 1789 à 1793. D'ailleurs, pour tous les amateurs de cette période, je vous conseille le podcast Varenne. C'est un podcast natif en 7 épisodes que vous pouvez découvrir sur europe1.fr. Et pour les fans de l'émission, tendez bien l'oreille et vous découvrez Lorena Martin dans le rôle de Madame Elisabeth. Voilà, parce que cette série, elle a été conçue avec les voix d'Europe 1 que vous aimez tous. Votre invité cet après-midi pour parler de la Révolution, c'est le directeur de la rédaction du Figaro Histoire, Michel de Gégère. Ces états généraux de 1789, Michel de Gégère, Louis XVI les a voulu appeler. Il les attendait d'une certaine manière pour résoudre la crise financière. Il les a consentis plus que voulu. Au départ, ce qu'il voulait, c'est faire la réforme fiscale, faire la grande réforme de l'État avec l'appui de l'Assemblée des notables. Et c'est le rejet de sa réforme en 1787 par l'Assemblée des notables qui va finir par l'obliger à consentir à cette réunion des États généraux. Parce qu'il n'avait pas été réuni depuis 1614. Oui, voilà. Et donc, d'ailleurs, cette rupture compte énormément. Pourquoi est-ce qu'il convoque les États généraux ? Parce qu'encore une fois, du fait de la dette de la guerre d'Amérique, l'État est au bord de la banqueroute et que donc la réforme de l'État a été refusée. Mais ces États généraux qui n'ont pas été convoqués depuis 1614, on ne sait pas très bien comment ça fonctionne et donc comment ça va fonctionner. Et donc il y a une pluie de libelles qui sont publiés dans toute la France. La campagne électorale, elle aussi, libère la parole, fait que chacun y va de son projet de réforme. Et au sein des sociétés de pensée que fréquentent les élites, les notables, la bourgeoisie, la noblesse libérale, arrive l'idée que ça va être l'occasion de régénérer le royaume sur une table rase, qu'on va écarter tout ce qui existe et tout reconstruire à zéro dans l'esprit de la philosophie qui est l'esprit des Lumières qui prévaut à ce moment-là. C'est-à-dire que cet esprit qui bouillonnait comme dans un chaudron depuis des décennies maintenant va trouver dans les États généraux un moyen enfin de s'exprimer, d'abord à travers les cahiers de doléances et puis très vite à travers les débats des États eux-mêmes qui vont se constituer en Assemblée générale. Coup dur pour Louis XVI. On oublie parfois qu'à l'époque il est en train de vivre un drame personnel puisqu'il vient de perdre son fils aîné dans des conditions affreuses, donc il est très malheureux bien sûr. On oublie cet aspect qui est essentiel. Pendant les premiers débats des États généraux. La petite histoire et la grande sont toujours mêlées bien entendu, surtout lorsqu'on parle de la vie des souverains par définition. Les États généraux se constituent et puis il va y avoir cette prise de la Bastille. Alors on a infiniment glosé sur le fait que Louis XVI écrive au soir du 14 juillet 1789 sur son registre de chasse rien. Ce qui veut dire rien, c'est-à-dire qu'il
lui n'a pas chassé ce jour-là, c'est tout. Mais il est bien conscient de l'importance du 14 juillet. La preuve, c'est qu'il va à Paris aussitôt. Il est tellement conscient qu'il décide d'aller dans la fournaise révolutionnaire le 17 en visite, que tout le monde est affolé, que la reine, Madame Élisabeth, le supplie de ne pas y aller parce qu'ils sont persuadés qu'il va être tué, qu'il confie avant de partir la lieutenance générale du royaume à son frère monsieur, le futur Louis XVIII, pour qui il n'a pas une affection immense. Donc ça prouve qu'il sent vraiment que les choses tournent mal, les choses sont graves. Et lorsque la journée se passe bien, il arrive à s'afficher avec la nouvelle commune née de l'émeute. On a quand même assassiné l'équivalent du maire de Paris, promené sa tête au bout d'une pique avec celle du gouverneur de la Bastille. Le sang coule très vite. Eh bien, lorsqu'il revient de cette journée à Versailles sans avoir été assassiné, en ayant réconcilié la monarchie avec les émeutiers, eh bien, c'est considéré comme un très grand succès. Donc, il n'est pas du tout passé à côté de l'événement comme quelque chose dont il n'aurait pas compris la portée. Et pour le moment, l'Assemblée siège toujours au menu plaisir à Versailles. Le roi est toujours dans le palais de ses ancêtres. Et voilà que des émeutiers parisiens, on dit les femmes de Paris, mais il y avait presque autant d'hommes que de femmes dans cette émeute, vont venir les 5 et 6 octobre 1789 chercher à Versailles la famille royale. Donc là, c'est le basculement, en fait. Oui, il y a déjà une ambiance de chaos pendant tout l'été qui suit la prise de la Bastille, puis c'est la grande peur. Les paysans attaquent les châteaux parce qu'il y a une rumeur, il y a beaucoup de rumeurs pendant la Révolution française de complots aristocratiques, et surtout, l'État est totalement désorganisé parce qu'à la suite de ces assassinats parisiens, de cette grande peur, eh bien, les municipalités désertent, les intendants quittent leurs fonctions, des pouvoirs de fait s'installent un petit peu partout, simplement parce que les gens ont peur d'être assassinés. Et puis donc le 1er octobre, ce qui se passe, c'est que le régiment des Flandres qui vient à Versailles donne un banquet dans l'opéra de Gabriel, là où Marie-Antoinette et Louis XVI se sont mariés. Et au cours de ce banquet, on porte des toasts à la famille royale. Et quelques jours plus tard, la presse révolutionnaire va rapporter que en fait les régiments ont piétiné la cocarde, insulté les députés. Cela suscite une émotion populaire. Des femmes se présentent. Bon, il y a une famine à Paris. Alors on se pose toujours la question si cette famine n'a pas été provoquée par les agents du duc d'Orléans, car le duc d'Orléans, cousin du roi, pendant toute cette période est en embuscade, en attendant le moment où il va être porté à la régence. Il y a Mirabeau qui pense à cette solution. Il faut avoir ça à l'esprit parce que souvent on reproche à Louis XVI de ne pas avoir pris du champ, de ne pas être parti pour se mettre à l'écart plus tôt, mais il ne veut pas partir, il ne veut pas fuir parce qu'il a peur que le duc d'Orléans utilise cette vacance du pouvoir pour se faire proclamer roi à sa place. On n'imagine pas toutes les infinies contraintes qui pèsent sur cet homme et qui, à mesure que la Révolution... Alors, la famille est arrivée maintenant à Paris, va vivre aux Tuileries, dans une contrainte de plus en plus grande. Et surtout, ce que voit Louis XVI, c'est que le clergé lui-même est mis en cause dans son essence. Et ça ne peut... toutes les questions religieuses, pour lui, sont essentielles. Et c'est un sujet sur lequel on ne peut pas transiger, en fait. Alors, il commence par transiger, puisque la constitution civile du clergé, dans un premier temps, il l'accepte, parce qu'il prend conseil auprès des hauts prélats du royaume, qui lui disent, non, il faut l'accepter, c'est acceptable. Et là-dessus, la veille du jour où elle doit être promulguée, arrive un bref du pape disant qu'il condamne cette constitution. Terrible, et le roi ne peut pas faire marche arrière car il s'est engagé, et en même temps, comme chrétien, il est extrêmement... Le pape ne lui a pas facilité l'affaire. Non, pas dans cette affaire. Il est extrêmement affecté de cette opposition avec le Vatican. Là, le bras de fer devient de plus en plus fort avec l'Assemblée, et ça va être cette tentative de la famille royale de desserrer l'étau, en quelque sorte, de s'éloigner de Paris. C'est la fameuse fuite à Varennes. En tout cas, c'est le nom sous lequel l'histoire l'a retenue. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire de la Révolution. Nous avons parlé de l'invasion des Tuileries. Nous sommes revenus au tout début de cette Révolution 1789 avec votre invité Michel de Gégère, directeur de la rédaction du Figaro Histoire. Il est temps maintenant de s'intéresser à cette fameuse fuite à Varennes. Alors, le mieux qu'on puisse faire pour ce qui est de la fuite à Varennes, c'est renvoyer nos auditeurs sur le podcast en 7 épisodes qui racontent dans le détail toute cette affaire avec tous ces différents acteurs, etc. Pour en revenir à Louis XVI et au retour
jour de la fuite à Varennes, si je puis dire, c'est maintenant un roi quasiment prisonnier qui se trouve à Paris à partir de juin 91. Absolument. Lorsqu'il est arrêté à Varennes, il dit il n'y a plus droit en France. C'est ça, voilà. À ce moment-là, il le comprend. Pour ceux qui n'auraient pas encore écouté le podcast, il faut simplement retenir une chose, c'est que contrairement à la légende, Louis XVI ne fuit pas. Et il ne va pas à Varennes, donc les deux termes sont faux. Il n'a pas idée non plus d'aller à l'étranger. Il veut se replier dans une forteresse à Montmédy où il puisse rallier l'armée du Rhin, l'armée du marquis de Bouillé, de telle sorte qu'il reprenne le contrôle de la situation. Car depuis qu'il a été ramené par des harengères à moitié nus, juchés sur des canons entre les têtes coupées de ses gardes du corps, depuis qu'il a été ramené en octobre 89 à Paris, le roi est dans une situation de prisonnier. Et donc il veut échapper à cette prison en se plaçant au milieu de ses troupes. Lorsqu'il est ramené dans des circonstances aussi tragiques de Varennes à Paris, oui, encore plus tragiques, eh bien il sait que c'est la fin, d'autant qu'il avait laissé une proclamation avant de partir dans lequel il disait que tout ce qui lui avait été extorqué comme soutien à la Révolution française l'avait été sous la contrainte et de mauvais gré, et donc la fiction d'un roi qui soit en accord avec la Révolution française, eh bien ne marche plus. Cette fiction, elle vole littéralement en éclats. C'est cette terrible, pénible fin d'année 91, début d'année 92. Nous venons de revivre l'invasion des Tuileries le 20 juin 1792, et ça va se reproduire sur une échelle encore plus grande au début du mois d'août 92, 10 août 92. Là, cette fois, le roi est obligé de se placer sous la protection de l'Assemblée, et ça va être la déchéance de la monarchie. Parce que, comme vous l'avez dit, l'Assemblée voulait réunir des fédérés, c'est-à-dire des gardes armés autour de Paris, et le roi y avait opposé son veto. Et bien, malgré ce veto, qui n'a pas été levé au terme de la journée du 20 juin, eh bien, l'Assemblée va subventionner ce voyage des fédérés à Paris, va les installer, leur donner des frais de voyage, etc. Et donc, en réalité, ces fédérés se rassemblent. Il y a notamment les Marseillais qui chantent la Marseillaise. C'est de là qu'elle est née. Donc, des troupes révolutionnaires se rassemblent autour de Paris, et là, les Jacobins sentent que leur moment est venu. Louis XVI croit sauver la situation en achetant Danton, Pétion et puis Fabre-d'Églantine. Ils dépensent 1 million pour les acheter, ils prennent l'argent, mais l'émeute est tout de même maintenue, et l'assaut sur les Tuileries, que le roi doit fuir avec sa famille, parce qu'il sait que les manifestants ont promis d'enfermer sa femme dans une cage de fer, et donc il pense trouver refuge à l'Assemblée, mais l'Assemblée, après l'avoir installé dans la loge du logographe, c'est-à-dire celui qui prend en sténo les débats, eh bien prononce la déchéance de la royauté. C'est la fin de la monarchie française, ce 10 août 1792. Nous n'aurons pas le temps d'évoquer le procès de Louis XVI. Ça ferait l'objet, nous l'avons fait d'ailleurs un certain nombre de fois dans le passé, l'objet d'une émission entière. Ce procès de Louis XVI, il va aboutir à la condamnation à mort, ce qui a été une surprise à l'époque. Ça n'était pas attendu, cette condamnation à mort du roi. On aurait pensé qu'un bannissement ou d'autres mesures auraient été prononcées. Enfin, le procès se tient dans des conditions particulièrement iniques, que l'on pense que sur le chef de culpabilité, il y a unanimité. Il y a quelques abstentions courageuses, mais personne n'ose voter même contre la culpabilité du roi. Il est vrai que Robespierre a prévenu que le procès était joué d'avance, car si le roi n'était pas condamné, c'est la Révolution qui le serait. On se rappelle les circonstances particulièrement graves de l'exécution de l'ancien roi Louis XVI. Donc c'était le 21 janvier 1793 sur la place de la Révolution, qui aujourd'hui s'appelle la place de la Concorde. Louis XVI l'incompris dans la tourmente de la Révolution. C'est donc le très grand et très fouillé dossier que nous propose Le Figaro Histoire. Merci beaucoup, Michel de Gégère. Merci à vous. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Pour ce retour aux origines, aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux cabinets de curiosité. Ils viennent d'où, ces cabinets de curiosité, Franck ? Ils apparaissent, vous savez, à la Renaissance en Europe, ces chambres des merveilles, comme on les appelait. Les curieux sont des gens cultivés, relativement aisés, sont des princes, parfois des princes de l'Église d'ailleurs. Ils ont une visée encyclopédique. On privilégie certes la rareté, la bizarrerie dans ces cabinets de curiosité, mais on veut surtout essayer d'englober toute la variété des formes que le monde
monde peut offrir, c'est véritablement ça, avec deux types de collections. Des collections créées par l'homme, des objets qui sont des objets d'art, si vous voulez, Oui. et puis les pièces qu'on appelait créées de Dieu, les exotica et les naturalia, qui elles étaient, vous aviez des squelettes, Les des animaux insectes, exotiques, des plantes, etc., avec des catalogues magnifiques. Cet hétéroclisme va bientôt céder la place à l'envie du 19e siècle pour les catalogues et les répertoires, mais c'est déjà un autre esprit. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.